Bien le bonjour les férus d'histoire. Aujourd'hui, fin de vacances, donc c'est le retour des mini-cours. Et dans cette vidéo, nous allons aborder la question de l'humanisme et de la Renaissance, thème qui est au programme d'histoire en 5e et en seconde. Bienvenue pour un nouveau jour d'histoire. Dans un précédent cours, nous avons vu que les Européens s'ouvraient au monde à partir du XVe siècle. Mais dans le même temps, le vieux continent connaît des bouleversements scientifiques, techniques et culturels qu'ils font entrer dans une période historique que l'on appelle les temps modernes. Effectivement, dans la pensée de l'époque, c'en est fini de cet âge moyen, sombre et obscur, marqué par la guerre, les épidémies et les famines. Il est temps de se tourner vers l'avenir, par le progrès, en s'inspirant des travaux réalisés par ces grands savants et philosophes de l'Antiquité grecque et romaine, période bien plus inspirante pour les penseurs du XVe et XVIe siècle que l'on désigne par le terme d'humaniste. Quelles sont les nouveautés culturelles apportées par ces savants et philosophes? C'est bien la question à laquelle nous allons répondre sans plus tarder. En cette fin de XVe siècle, les grandes découvertes éveillent les curiosités. Ceux qu'on appelle désormais les humanistes ne se satisfont plus du savoir classique enseigné dans les universités. Pour ces penseurs, il faut remonter le temps et fouiller dans les savoirs anciens. Et oui, c'est la redécouverte des textes de l'Antiquité grecque et romaine, des textes bien souvent mis au placard durant le Moyen-Âge. Rappelons-nous que durant cette période, on s'intéressait surtout à Dieu et à la manière dont on pourrait obtenir son salut, atteindre le paradis. Les humanistes, eux, mettent l'homme au cœur de leurs préoccupations. Curieux de tout, ils veulent amener l'humanité vers le progrès. Ainsi, des foyers humanistes se développent surtout dans les grandes villes d'Europe de l'Ouest, Paris, Madrid, Londres, mais aussi et surtout aux Pays-Bas, dans la vallée du Rhin et en Italie du Nord, comme le montre cette carte. Surnommé le prince des humanistes, le Hollandais Erasme traduit la Bible et écrit de nombreux ouvrages dans lesquels il exprime les idées de l'humanisme. Il fait connaître la pensée des auteurs grecs et romains et insiste sur l'instruction de l'homme dans tous les domaines, musique, mathématiques, rhétorique, c'est-à-dire l'art de parler, le droit, les langues anciennes. Citons aussi le polonais Copernic et l'italien Galilée, qui démontre l'héliocentrisme, c'est-à-dire que la Terre tourne autour du Soleil, ce qui remet en cause l'enseignement traditionnel de l'Église et qui leur vaudra d'ailleurs pas mal de soucis. Le flamand Vézal est à l'origine de très importants progrès en anatomie humaine grâce aux nombreuses dissections de cadavres qu'il pratique. Léonard de Vinci, considéré comme l'artiste idéal de la Renaissance, est un scientifique passionné, un peintre talentueux, un inventeur et aussi un humaniste et un philosophe. Il s'inspire des auteurs antiques tout en menant ses propres réflexions pour chercher dans l'homme et la nature des lois rigoureuses. Ses œuvres et le mystère qui les entoure sont aujourd'hui mondialement connus. Tous ces humanistes écrivent en latin et de plus en plus dans la langue de leur pays pour être plus facilement lus. Ils voyagent dans toute l'Europe et entretiennent entre eux des correspondances. L'imprimerie, à caractère mobile développée vers 1455, leur permet de publier des livres à de nombreux exemplaires. Autour des marchands et des libraires, les savants forment ainsi un réseau de lettrés appelé la République des lettres. Dans le même temps, un art nouveau se développe mettant sur le devant de la scène des artisans que l'on considère de plus en plus comme des artistes. Les princes européens, du petit seigneur au roi, comme le roi de France, cherchent de plus en plus le goût du beau et de l'esthétique. Ainsi deviennent-ils des mécènes pour ces artistes, des personnes qui les protègent en commandant des œuvres et en les finançant. Par exemple, pour revenir au roi de France, François Ier, en voulant faire de sa cour une cour éclatante, a invité des grands noms de l'époque à le rejoindre en leur versant une pension plus qu'honorable. C'est ainsi que Léonard de Vinci, Leonardo da Vinci en italien, dans les dernières années de son existence, est venu s'installer au Clos Lucé,
emmenant avec lui 3 œuvres majeures: la Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte Anne, Saint Jean-Baptiste et la plus connue d'entre toutes, la Joconde. Les artistes de ce qu'on appelle désormais la Renaissance prennent pour modèle l'art de l'Antiquité et veulent se distinguer des artistes du Moyen-Âge. L'homme est au centre de l'œuvre. De nouvelles techniques apparaissent, comme la perspective ou la technique du clair-obscur. Le support utilisé n'est plus seulement le bois ou les murs, mais aussi et surtout la toile. Les connaissances anatomiques leur permettent de mieux représenter le corps humain. Les architectes, quant à eux, s'appuient de plus en plus sur les mathématiques. Ainsi, une nouvelle ère s'ouvre pour l'histoire de l'art. Si l'on se contentait de regarder les progrès scientifiques et artistiques, on serait tenté de voir le XVIe siècle comme une période de prospérité et d'une richesse culturelle incroyable qui rompt complètement avec la période précédente qu'est le Moyen-Âge. Mais ce serait là une erreur, car d'une part, c'est oublier que sur plus de 1000 ans d'histoire, la société médiévale a connu des périodes très fastes culturellement et des dynamiques positives importantes. D'autre part, le XVIe siècle va connaître des bouleversements religieux qui invitent à réinterroger les relations entre pouvoir politique et religion et qui vont plonger l'Europe dans des guerres sanglantes qui n'ont rien à envier aux guerres médiévales. Nous le reverrons dans une prochaine vidéo. Il ne faut donc pas voir une rupture brutale et profonde entre Moyen-Âge et temps moderne, mais une évolution progressive qu'il faut interroger, ce que ne manquent pas de faire les historiens d'ailleurs. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu et partagez à vos camarades, collègues, amis, famille, ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude, on s'abonne pour toujours plus d'histoires et on active la petite cloche pour être tenu au courant de la sortie d'une nouvelle vidéo. On rejoint aussi les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On n'oublie pas que tous les jeudis à 18 h, petit live sur Twitch pour réviser l'histoire en s'amusant. Prenez soin de vous et de vos proches, et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau jour d'histoire.